لا صوت ترى غير وحريش محن باكير زول فلاش محن زول محمد زول ولك العادي تقول نكمل مسلية في لازواد في الجزائر لازواد في نصار الدين دخل القاعدة ما دخلوا إلا قد دوار الأساس مهم. أنا هكا قلت لك les choses commencent à apparaître comme fuyantes il faut revenir à ce qui peut paraître l'essentiel. Donc on peut rappeler un certain nombre de faits qui peuvent nous aider un petit peu à comprendre au moins avoir une appréhension plus ou moins correcte بين اللي يقدروا نقول الغزوات. Il faut revenir sur le fait que les populations de l'Azawad n'ont jamais été réellement intégrées dans le cadre de la construction nationale malienne. Ça veut dire que c'est des populations qui étaient sur des régions qui sont à la périphérie, qui sont aux confins du Mali. En vérité, pas seulement aux confins du Mali, mais aux confins de l'Algérie aussi. Et comme Imtorfan, donc c'est normal que ces populations là دائما حلف انت من سنت باللي مخصوصي باللي وانت Sahara Ouatas. C'est une région où les revendications sociales, socio-économiques sont très fortes, de ce fait-là, du fait qu'elles ont le sentiment d'être laissées pour compte. Donc les revendications sociales et socio-économiques sont très fortes, mais l'expression de ces revendications socio-économiques, c'est toujours accompagné d'une revendication indépendantiste autonomiste. Depuis 1958, puisqu'en 1958, au moment du retrait de l'ancienne puissance coloniale, les tribus de l'Azawad ont demandé à ce qu'elles ne soient pas intégrées dans la construction nationale malienne. Donc l'ensemble de ces éléments fait que les soulèvements sont épisodiques dans cette région-là. Donc c'est une région qui a connu épisodiquement des soulèvements et des soulèvements armés. Il n'y a pas de mouvement de masse. C'est soit un soulèvement armé, soit c'est le calme. L'Algérie est un pays qui a une connaissance fine de la situation au Mali, c'est-à-dire qu'il a الجزائر تسنح على المالي أشهر خاطر خدم plusieurs fois ماشي مرتين يتلحى وكانت تسخسي في nord du Mali. Donc elle a participé à des négociations, elle a même parrainé des accords. Bon, il y a eu l'accord de Tamarast, il y a eu l'accord d'Alger qui était censé assécher les raisons de l'instabilité. Dans les accords aiguës, il y a toujours eu deux volets. Un volet socio-économique, c'est-à-dire qu'il fallait que Bamako réponde à un minimum de conditions de vie des populations de l'Azawad, et la dimension autonomiste pour décentralisation, redistribution des pouvoirs en direction des populations du Nord. À ce point, il faut souligner une chose, c'est que Bamako n'a jamais respecté sa parole, que ce soit la parole donnée dans les accords, dans le cadre des accords de Tamarast, que ce soit dans le cadre des accords d'Alger. Bamako n'a pas respecté sa parole. Une parole qui n'est pas respectée, c'est une parole qui est dévalorisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur cette donnée. À partir du moment où quelqu'un n'a pas respecté sa parole, n'a pas respecté les engagements pris, on ne peut plus aujourd'hui prendre cette parole de la même manière qu'on l'a prise. C'est une question de bon sens et de pratique dans les négociations. Ça aussi, c'est un élément important. L'autre élément, c'est qu'on nous parle beaucoup de la présence islamiste. La présence islamiste au niveau de l'Azawad. Il faut savoir que les populations essentielles ou les populations les plus influentes de l'Azawad, c'est la population Targhi. Et au-delà de la population Targhi, l'islam qui a cours dans cette région et dans le Mali en général, c'est un islam traditionnel, c'est un islam soufi. Donc c'est un islam c'est les tariqas, etc. C'est pas un islam qui est rigoriste. Ça, c'est une donnée. L'autre donnée, c'est que la sociologie de la société touareg est une sociologie qui est aux antipodes des racines de l'islam ou des religions monothéistes, puisque les religions monothéistes s'appuient sur le patriarcat. La société Targhi est une société matriarcale. Donc sociologiquement, ça pose de grands problèmes. Or, on peut s'étonner qu'il y ait émergence d'un mouvement dit salafiste ou islamiste, Ansar Din. Peut-être qu'on pourrait trouver des réponses. En tous les cas, l'essentiel, c'est qu'il me paraît important de dire qu'on ne peut pas plaquer ou confondre entre le GSPC, qui est un mouvement salafiste et djihadiste,
et Ansar Din qui se disent partisans de la charia, mais qui peut-être sont dans une autre démarche. D'ailleurs, le MNLA a toujours souligné le fait que Ansar Din ne se sont jamais rendus coupables d'enlèvement ou d'agression d'étrangers, ou que c'est une problématique qui est propre à la société. Donc ils ont bien fait de signer l'accord ensemble, même s'ils l'ont dénoncé. Adna l'accord. L'accord. Donc finalement, la question centrale et la question vitale, c'est la question des conditions de vie dans l'Azawad. Parce que la clé, en réalité, c'est celle-là. Est-ce que les populations Azawad, c'est ça la question clé. Pourquoi? Parce que dans les années 90, les années 2000, 2012, c'est les accords qui ont été conclus. Ils disent que les accords c'est la stratégie de puissance développée par Muammar Kadhafi, puisque dans cette stratégie de puissance, il a essayé de mobiliser les Touaregs et il a intégré les populations de l'Azawad dans ses légions. Ça veut dire que le Rachi ou fait cette source de subsistance, parce que pour le moment c'est une question de survie, c'est même pas une question de vie décente, c'est une question de survie. Étant donné que le régime de Kadhafi a disparu, donc cette source de subsistance a disparu, et en même temps il y a eu la question de l'afflux des armes. Donc on se retrouve avec l'échec des différentes négociations qu'il y a eu. Pour l'Algérie, il faut voir que la situation n'est pas une situation banale. Pourquoi? Parce que l'instabilité est déjà présente à nos frontières. Du côté de l'ouest avec le royaume marocain, à l'est avec la Libye et potentiellement avec la Tunisie. Donc on a l'impression que l'Algérie est en train d'être cernée par le feu. D'un autre côté, une remarque méthodologique, c'est que c'est vrai que dans le discours par rapport à l'Azawad, il y a des catégories modernes qui sont mobilisées. Démocratie, société laïque, etc. Mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans l'Azawad si on ne revient pas au fonctionnement traditionnel de la société, un fonctionnement qui est traditionnel et tribal au sens anthropologique. Donc l'ensemble de ces éléments-là montrent que la situation peut être décryptée. C'est une région c'est des populations qui sont aux confins, c'est des populations qui n'ont pas vocation à être partisanes de l'islamisme, c'est des gens qui veulent vivre sur leur terre avec un minimum de décence, alors qu'ils ont souffert à la fois de guerre et de sécheresse. Quelle est la réponse possible à ça? Si on veut la paix, il faudrait isoler, la première question, c'est l'isolement du GSPC. Il faudrait isoler le GSPC. Donc déjà, faire la distinction entre le GSPC et Ansar Din. Ansar Din, quelle est leur force? Il y a une membre de la direction du MNLA qui a fait un appel à la communauté internationale où elle décrit la situation sur le fond. Et elle la décrit avec des mots très, très touchants, mais avec une grande pertinence. Elle dit, à partir du moment où personne n'a voulu soutenir le MNLA, eh ben les populations, elles vont vers Ansar Din. Pourquoi? Parce que Ansar Din est une stratégie. Voilà. C'est une stratégie de financement. Avec la chute de Kadhafi, il n'y a plus de ressources. Egrali, c'est un chef de guerre. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'arriver sur la scène de l'Azawad. C'est un chef de guerre qui s'est toujours battu pour la cause de l'Azawad. Ses sources de financement traditionnelles semblent être asséchées. Il a trouvé des financements indépendants. Il les a trouvés dans le Qatar. Et face à ces sources de financement, il n'y a rien en face. Et la politique, c'est ça. C'est-à-dire que si on met le dossier de l'Azawad du point de vue algérien, et là je vais faire de la politique fiction, parce que jamais ça va se passer comme ça, parce qu'on n'a pas d'État. Parce que la position algérienne n'est pas déterminée par une logique d'État. Elle est déterminée, comme on l'a vu dans le cas de la Libye, elle est déterminée par une logique de clan, de survie d'un système et de survie d'un pouvoir. Ce n'est pas l'intérêt national qui détermine la position algérienne. Mais si on devait réfléchir du point de vue de l'intérêt national, il y a des mesures très simples à prendre. C'est quoi? Un, ne pas faire de confusion et identifier nos partenaires dans cette crise. Le premier partenaire, c'est le MNLA.
Donc, il faut renforcer les capacités du MNLA. Il faut assurer la suprématie logistique et politique du MNLA. Ça, c'est un choix stratégique si on veut une issue sérieuse pour la région de l'Azawad. On ne peut pas ignorer que Bamako est entre les mains d'une junte militaire. D'une junte parce que cette junte a fait un coup d'État et ce coup d'État n'a été que maquillé par un pseudo-retour à la légalité constitutionnelle avec l'appui de la CEDEAO et des appuis internationaux de la CEDEAO. Le deuxième élément, donc, c'est doter le MNLA d'une puissance logistique qui permette de contrecarrer le travail du Qatar en travers Ansar Dine. À partir du moment où le MNLA a cette puissance, donc le flux de combattants, il va se faire au sens inverse. Les gens ils vont quitter Ansar Dine parce que sociologiquement et culturellement, ils sont pas avec eux, ils vont revenir au MNLA. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut que les populations il faut se mettre dans une situation où les populations ne sont pas un bouclier humain. Parce que le danger aujourd'hui, c'est que les forces djihadistes se servent des populations comme un bouclier humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ouvrir des centres d'accueil importants, dotés de conditions réelles d'accueil et accueillir le maximum de populations pour les soustraire, parce que l'Azawad est un terrain de confrontation. Et à partir de ce moment-là, il faudrait mener une offensive généralisée sur le GSPC. Parce qu'on aura déjà réduit le poids de Ansar Dine. S'il y a réellement des salafistes dans Ansar Dine, ils seront réduits à une peau de chagrin. Et que va-t-il rester sur le terrain? Il va rester les forces du MNLA sur lesquelles il faut prendre appui et une zone quasiment où il faut maîtriser l'essentiel des mouvements de tout ce qui contribue au combat. Par exemple, la circulation du gasoil, de l'essence dans cette zone-là est une question stratégique. Tant qu'il y a de la population, tu ne peux pas maîtriser cette question. Il faut soustraire la population à cette zone et isoler le GSPC. D'ailleurs, Mokhtar Ben Mokhtar, il le comprend. Et qu'est-ce qu'il donne comme orientation? Et ça aussi, ça désoriente. Il donne comme orientation à Ansar Dine: ne vous mettez pas la population sur le dos. Ne précipitez pas les choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que la confrontation directe aujourd'hui dans l'Azawad avec le GSPC, c'est la mort du GSPC. Ça, c'est de la politique fiction. Parce que notre problème, il est dans la nature de notre État et de notre système politique.